Du coup, ouais, ok. Donc, bonjour à tous, excusez-nous pour ce contretemps. Donc, nous allons commencer la table ronde. J'espère que vous avez passé un bon début de journée. Et donc, la table ronde est sur la thématique de la production de fourragères d'aujourd'hui et de demain. Donc, on sera accompagné de Jean-Luc Verdru, de Avenir Conseil Élevage, de François Dubert, conseiller fourrage chez la Chambre d'agriculture, Amédée Perrin, qui travaille chez Sylphy France, et Olivier Poileux, qui travaille en tant que nutritionniste chez Agora. Donc, pour la première question, elle concerne tous les membres de la table ronde. Donc, je vais vous demander comment imaginez-vous l'avenir de la production fourragère? L'avenir je dirais, il n'y a pas de mauvais fourrage, mais il y a souvent des récoltes qui ne sont pas faites toujours au bon moment. Je crois qu'il y a encore beaucoup à améliorer sur les stades de récolte, aussi bien sur tout ce qui est parti, on va dire, herbe, donc prairies permanentes, raies-gras ou autres, mais également sur je dirais, les maïs. On pensait tout savoir sur le maïs, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès dans les choix des variétés et savoir attendre pour les récolter au bon stade. Je vais aller un peu dans le même sens que Jean-Luc. Ce qu'il ne faut pas oublier au niveau des éleveurs, il faut qu'ils n'oublient pas, c'est qu'une prairie, c'est une culture. Et aujourd'hui, les prairies ne sont pas cultivées. Donc la première chose, c'est déjà réapprendre à cultiver les prairies. Parce que bien souvent, les agriculteurs oublient complètement, ne font pas de fumure dans les prairies, et après ils se plaignent qu'ils ont des fourrages de qualité mauvaise. Donc c'est pas surprenant. Après, sur les ensilages de maïs, qui est une de nos bases, les choix des variétés peut-être, les résistances à la fusariose, les problèmes de mycotoxines qui sont très très présentes cette année, et savoir dresser les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui rentre 50 hectares de maïs dans son silo, il met 100 000 euros sur un an en stock. Et aujourd'hui, il y a au moins 10 à 20% des ensilages de maïs qui sont mal récoltés, les grains pas éclatés. Et là, c'est le rôle de l'éleveur d'arrêter le chantier. Parce que mettre 100 000 euros sans le valoriser correctement, on perd 15 à 20% d'amidon dans les bousses pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, et ça, c'est pas normal. Donc là, déjà, avant d'aller chercher des nouvelles cultures, avant d'aller chercher des choses comme ça, il faut déjà bien travailler ce qu'on sait faire. Oui, on a parlé de l'herbe ce matin. Il y a vraiment une voie d'intensification des prairies avec le pâturage tournant dynamique qui a bien démarré en Normandie. Il y avait une image de quelqu'un qui a une petite surface, un petit quota, mais qui a fait quand même ses paddocks et puis avec une allée assez large et qui sait bien observer l'herbe et qui réussit très très bien. Et son herbe, en fait aussi, il la complète avec du maïs épi, du maïs qui peut faire sur des parcelles éloignées. On n'a peut-être pas la photo. Donc il a des chantiers de récolte beaucoup plus allégés à ne récolter que la partie haute. Et puis il y a les restitutions au sol qui sont bien meilleures qu'avec un maïs plante entière. Et donc on garde une bonne fertilité des sols dans les terres qui sont assez inférieures. Voilà deux aspects sur les fourrages chez les éleveurs. Alors, on fait beaucoup de constats, même autour d'une table ronde, vous le voyez. Donc, déjà 3 participants et 3 constats. Alors, moi, je vais aller même un tout petit peu plus loin. C'est qu'on parle de l'agriculture de demain. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la phrase ultime, l'agriculture de demain, l'agriculture de demain. Mais à force, on est toujours le lendemain du lendemain. Donc, c'est bien beau d'en parler, mais à un moment donné, il faut réagir. Alors effectivement, des solutions, des constats, on ne fait pas bien ça, ou on ne fait pas bien ça, ou on pourrait améliorer ceci. Il faut le faire, c'est évident, tout ce qui vient d'être dit, c'est une évidence. En revanche, il faut aussi ouvrir les yeux vers l'avenir et vers des plantes plutôt innovantes et de l'avenir. Alors on disait, c'est pas le tout de changer de culture en permanence, peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, il existe des solutions qui rentrent dans les cases de l'agroécologie,
de l'économie, et on les regarde peut-être de travers, ou on n'ose pas y aller. Alors notamment, forcément, vous allez dire, on sait de quoi il va parler, puisque c'est Amédée Perrin de chez Sylphy France. Voilà. Donc il y a la Sylphy. Effectivement, la Sylphy, elle rentre dans cette innovation d'agriculture de demain. On va en reparler certainement par la suite, mais en tout cas, soyez ouverts. Le mot que j'ai à dire, c'est soyez ouverts et regardez un petit peu ce qui se fait déjà outre-France, hein, même en dehors de nos frontières, mais également chez vos propres voisins. Et malheureusement, en agriculture, c'est un constat que je peux faire et que je peux vous témoigner. En agriculture, c'est souvent le voisin. Enfin, c'est vraiment pas beau ce qu'il a fait lui. Hein. On va surtout pas en faire. Hein. Mais comprenez pourquoi il l'a fait, pourquoi on le fait et à quoi ça sert, quoi. Quel est le débouché. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de choses, je pense, encore à découvrir en agriculture, en agronomie. On a beaucoup de choses. Donc, restez voilà, les yeux ouverts et très alertes sur la fameuse agriculture de demain. Donc après, enfin, Amédée Perrin, je ne sais pas, mais du coup, là, on a parlé de la Sylphy, mais est-ce qu'il y aurait d'autres cultures qui seraient potentiellement pas encore trop dans l'actualité, mais qu'on verrait sûrement dans 3 ou 4 ans, quoi? Oui, alors tout à fait. Alors nous, même au sein de mon négoce agricole qui s'appelle HADN dans les Vosges, on a plusieurs cultures en lice, hein, donc, que vous connaissez déjà, hein, qui sont déjà implantées en France, le switchgrass notamment, qui est un fourrage qui est très intéressant par rapport à sa résilience ou au moins à ses résistances contre les changements climatiques, même si on peut... c'est très large, hein, le changement climatique en fonction des régions et des départements où on se trouve. On a des grosses sécheresses dans l'Aveyron, dans le Tarn et dans l'Hérault, alors qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas à partir au-dessus de Paris, c'est plutôt tout l'inverse. Donc chaque système va s'adapter. Donc le switchgrass peut en être une, le miscanthus peut en être une parce que c'est aussi une plante pérenne. On va se dire, bah non, le miscanthus, on a essayé, ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai. Ça ne marche pas parce que soit on n'a pas suivi bien les consignes, soit on n'a pas adapté ça à notre région, soit voilà. Donc il y aura vraiment des produits qui vont, entre guillemets, sortir du marché. Alors, ils existent, hein, mais je pense qu'on va y être plus alerte et on va être plus prêt demain à regarder ces cultures et à les développer. Mais on a également, on en parlait tout à l'heure autour d'une petite table, le lablab qui avait fait une petite percée avec le maïs on peut traduire ça pour ceux qui ne connaissent pas comme un grand haricot géant, mais qui apportait de la protéine sur le maïs. Ça a été un échec. Pourquoi ça a été un échec? Parce que personne n'a pris le dossier à bras-le-corps et il n'y a pas eu de lobbying, entre guillemets, enfin au moins de financement derrière ça, et qui fait que c'est une culture qui est essayée par petites niches. Voilà. Moi, ce qui s'est passé avec la Sylphy, pourquoi ça continue son épopée? Parce qu'on a mouillé le maillot et honnêtement, j'aurais dû arrêter. J'aurais dû arrêter parce que, à part se faire, surtout en France, hein, c'est très franco-français, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, à part se faire critiquer, les gens, avant de comprendre, critiquent. Et ça, c'est vraiment dommage. En France, soyez ouverts, regardez la chose, documentez-vous, appelez-nous, renseignez-vous, avant de dire « Ah non, mais ça, j'en fais pas, je vais être vulgaire, mais ça, c'est de la merde. » Voilà. C'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, on a quand même beaucoup de cultures qui arrivent, ça va être très médiatisé dans les années à venir, puisqu'il nous faut des solutions. Voilà. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui ont des questions, qu'il y ait qu'il y en a un qui souhaite rebondir sur quelque chose qui a été dit. Après, ce qui est surtout important, c'est ne pas jouer la concurrence dans les différentes cultures, mais plutôt jouer la complémentarité. Et aujourd'hui, dans les rations de vaches laitières à haut potentiel ou dans les ateliers d'engraissement, et ce qui est vraiment le plus important, c'est trouver les meilleurs aliments, les meilleurs fourrages, et je dirais les marier entre eux pour sortir à la fois de beaucoup de lait, à la fois de la richesse dans le lait, et quand on a des excellents fourrages, ben on sait quand même bien travailler. Et ne pas chercher la concurrence, mais qu'est-ce qui va complémenter le fourrage que j'ai aujourd'hui? Alors ça peut être la Sylphy, ça pourrait être, je dirais, la luzerne, ça peut être le retour de la betterave fourragère, mais souvent c'est quand j'ai 2 ou 3 ou 4, je dirais, excellents fourrages. L'avantage c'est que ça permet, c'est une diversification de la ration, mais si les fourrages sont de qualité, la vache vit mieux, elle est en meilleure santé, et ça se retrouve sur sa production, aussi bien en volume qu'en richesse. Et ça c'est vraiment important. Et également diversité du coup végétale, puisque si on a plusieurs cultures, un aléa climatique qui va peut-être nous sortir, impacter de la luzerne ou du maïs, l'autre va nous sécuriser une partie. Donc là, cette diversité-là est aussi importante pour le volume rentré sur la ferme, quoi. Oui, j'ajoute qu'en chambre d'agriculture, on est toujours très bienveillant par rapport aux productions nouvelles. Il y a eu le maïs Lab qu'on a suivi, qui avait ses contraintes. Il y avait eu quelques années avant, pendant 3 à 4 ans, du maïs sous plastique. L'idée, elle est très généreuse, elle est de diminuer les surfaces fourragères pour faire davantage de cultures de vente.
Donc dans un contexte où l'élevage a du mal, c'est bon. On va parler tout de suite quand même du maïs, qui reste la plante phare pour la Haute-Normandie. Je crois que c'est la deuxième question. Parce qu'elle occupe des très grandes surfaces. Je vais parler des 5 départements normands où il y a encore 260 000 hectares de maïs. Donc moi j'aime bien écouter les sélectionneurs qui travaillent toujours sur la digestibilité, sur la résistance à la sécheresse. Une année après où il y a de l'averse, on va remettre un petit coup dans la génétique pour que les maïs tiennent droit, etc. etc. Et donc c'est toujours très précieux. Et vas-y, il faudrait que ça tourne. Voilà, 230 000 hectares. Les difficultés qu'on a avec le maïs, c'est qu'on a quand même des printemps secs. On a des difficultés dans le désherbage contre les vulpins, les raies avec une absence de solution, des produits qui ont disparu. On ne va pas les regretter, ils polluaient les nappes. Et on a aussi des problèmes avec les corvidés. Mais on y travaille. Et je voulais ajouter que, oui, celle d'après, on a eu ces années très sèches, même en Normandie. Et alors, par exemple, en 2022, c'était la DRAF qui commençait avec nous à entamer une procédure calamité sécheresse. Et puis, on écoutait les éleveurs qui nous disaient, écoutez, voilà, j'ai fait une petite coupe, une demi-coupe d'herbe début avril. Et puis après, j'ai eu un paillasson tout l'été jusqu'au pluie du 9 septembre. Et puis, on allait compter les maïs. On était début septembre. Alors, on faisait l'estimation à partir du nombre de grains par mètre carré. Et puis, ces gens-là, finalement, on fait 10-12 tonnes. C'est-à-dire que l'impact de la sécheresse était quand même beaucoup moins marqué. Avec un maïs, ce n'était pas très beau, mais on faisait quand même 10-12 tonnes de matière sèche ensilée. Il ne fallait pas se tromper dans la date. Je regarde mes collègues. Et donc, c'était aussi la possibilité de récolter un fourrage avec la luzerne assez tôt quand on était en panne de fourrage. Donc si ça s'est produit en 2022, ça pourrait se reproduire, mais on a une certaine fiabilité avec le maïs, ce qui n'empêche pas de rechercher des nouvelles solutions. Oui, par rapport au maïs, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 types de maïs. On a des maïs qui sont adaptés à des rations très diversifiées et également donc, des rations très diversifiées, c'est-à-dire qu'on a des maïs qui sont typés, qu'on appelle amidon, et qui sont vraiment adaptés. Et pour les éleveurs qui souhaitent encore en rester à des rations relativement simples, c'est-à-dire maïs et un petit peu d'enrubané, on a des maïs à l'extrême qu'on appelle fibreux. Donc ils sont adaptés et le choix il est vraiment important parce que ça permet de limiter les risques. Quand on travaille avec un maïs fibreux en plat unique, on limite fortement les risques de maladies métaboliques style acidose ou subacidose, alors que les maïs amidon sont vraiment adaptés dans des rations très diversifiées. Et ça, c'est important de savoir choisir quel type de ration et je ferai quel choix de semences. Ensuite, par rapport au maïs, on doit souvent dans nos zones, il faut savoir attendre la bonne maturité. Le maïs, c'est une plante extraordinaire. On peut la récolter à partir du fin août jusqu'à fin octobre bientôt. Par contre, on a toujours du maïs, mais on n'a absolument pas les mêmes valeurs. Et c'est vraiment important d'aller jusqu'à la maturité. Et la maturité à un maïs, aujourd'hui, ça c'est selon Arvalis, il gagne du rendement jusqu'à environ 37% de matière sèche. Dans nos terres qui sont parfois rares et chères, où on veut, j'irais, avoir l'optimum, attendons la maturité complète et attendons les 37% de matière sèche pour avoir une plante qui soit finie et qui soit vraiment, j'irais, dans l'optimum de la valorisation. Ensuite, ce qui est important dans les coûts de nos fourrages, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte à la tonne de matière sèche. Aujourd'hui, dans nos résultats, on peut s'apercevoir que le maïs, aujourd'hui récolté, on va dire, jusqu'au silo, on est à 101 € la tonne de matière sèche. Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de fourrage nettement moins cher. Le maïs, tout en sachant que le maïs, c'est à la fois un fourrage et un concentré quand il est récolté à maturité.
hein. Voilà, et ça c'est l'une des rares plantes où vraiment on peut avoir les deux. Avec un avantage supplémentaire du maïs, c'est qu'on a une souplesse dans la récolte. Quand on fait un ensilage d'herbe, que ce soit de raigra ou de prairie, on a besoin d'attendre voilà, la bonne fenêtre météo. Aujourd'hui, il faudrait faucher parce que le raigra est juste au bon stade. Et puis la météo, elle est défavorable. Et puis elle est défavorable pendant 3 semaines. Ben, le raigra continue d'avancer. Et la qualité de nos raigras qui était tip-top aujourd'hui, dans 3 semaines, elle sera nettement moins importante. Et de ce fait-là, on aura un fourrage en volume, mais pas en qualité. En contrepartie, le maïs, il fait 34 de matière sèche aujourd'hui. On ne peut pas récolter parce que les conditions sont mauvaises. Dans 15 jours, il fera peut-être 37, 38, 39 de matière sèche, mais la valeur sera toujours là. C'est ça sa grande force. Voilà ce que je peux dire. Aussi, il y en a dans l'Assemblée qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main, on peut très bien arrêter. Alors juste quand même sur le maïs, parce qu'on disait, la question de départ, c'était est-ce que le maïs est toujours en course pour l'avenir? Donc encore une fois, cette agriculture de demain. Alors on parlait de la région sur la Normandie tout à l'heure, hein, sur la partie ouest, la partie plutôt nord dans votre secteur. Pour parcourir toute la France personnellement, il y a beaucoup de secteurs où on n'a plus du tout ce discours-là, il ne faut pas l'oublier. Hein, le maïs, on n'y arrive plus, il faut être clair, on n'y arrive plus, mais à cause du changement climatique, pas à cause de la plante en tant que telle, c'est bien à cause de l'endroit où elle se trouve. Donc effectivement, l'avenir, pas forcément dans tous les départements, en tout cas, le maïs, les gens sont en train de regarder autre chose que le maïs, puisqu'ils n'y arrivent plus. Mais comme aussi bien les vignes, comme d'autres ateliers également, même en maraîchage, où on change de technique, puisque la force des choses du climat nous l'a fait faire, quoi. Donc s'il n'y a pas de questions dans l'Assemblée, nous allons continuer sur la 3e question. Donc quels seraient, selon vous, les éléments les plus importants dans un fourrage ? Alors, pour moi, les éléments les plus importants, c'est que ce fourrage, il doit avoir une extrême appétence, parce que l'objectif de la production laitière ou même de la production de viande, c'est de faire le maximum soit de lait ou soit de croissance de nos animaux avec le fourrage que j'ai produit sur mon exploitation. Au moins, je dois intégrer, on va dire, de concentrés ou d'éléments pour corriger un mauvais fourrage. Au mieux, je veux me porter quelque part. La vache, elle est faite pour valoriser des fourrages grossiers. Et ce qui est important dans les fourrages, là c'est un petit exemple par rapport au maïs, le taux de matière sèche à la récolte, entre un maïs à 25% de matière sèche et un maïs à 40% de matière sèche, la valeur UF au kilo de matière sèche est quasi pratiquement identique. Mais une chose qui est hyper importante lorsqu'on veut faire du lait ou de la croissance d'animaux, c'est combien de bon fourrage mon animal est capable d'ingérer. Et ce que vous pouvez revoir sur ce document, un maïs à 25% de matière sèche, on a un UL, unité d'encombrement, de 1,09. Alors qu'un maïs à l'extrême, à 40% de matière sèche, on a un encombrement de 0,91. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne dans nos rations? Lorsque l'animal va manger un maïs plutôt sec, on va ingérer plus 1,8 kg de matière sèche, donc 2 fourrages qui pourraient être bien transformés. Et derrière ça, c'est 1,6 UFL que je ne vais pas devoir compléter en concentré que je dois acheter, tout simplement grâce à la qualité de mon fourrage. Et ça, c'est vraiment important. L'eau dans un fourrage, ça nous dessert souvent également dans les ensilages d'herbe. Un ensilage d'herbe à 25-26 de matière sèche sera plus encombrant, moins appétant qu'un ensilage d'herbe à 35-40%. Et ça, c'est vraiment une chose à avoir en tête. Encore une fois, quel que soit le fourrage, viser un taux de matière sèche acceptable, donc c'est les conditions météo, parce que c'est vraiment fondamental dans ce qui va se passer ensuite, surtout quand on veut valoriser des surfaces. Et ça, c'est pour moi le plus important. Bon, je vais aller dans le même sens que toi par rapport à la matière sèche. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que essentiellement sur un maïs, quand on arrive sur du 35-40 de matière sèche, il faudrait que les éleveurs prennent l'habitude d'avoir 3 ou 4 mois de report d'une année sur l'autre. Parce que ce maïs à 35-40, il ne va pas être digestible immédiatement. Il va lui falloir 90, 120 jours pour être vraiment digestible. Et c'est ce qu'on rencontre souvent au début de campagne, de septembre à décembre. Moi, j'ai encore dit cette année à mes éleveurs, vous aurez du lait au mois de janvier. Parce que le maïs, il n'était pas starter.
Il y avait beaucoup trop d'amidon intestinal, pas assez d'amidon ruminal. Et il faudrait orienter les gens pour arriver à faire du report. Ce n'est pas évident, mais c'est la solution. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des volumes de fourrage à côté pour économiser du maïs une année. Et malheureusement, dans nos régions, on a beaucoup de rations maïs pulpe. Ben là, on s'en va dans le mur parce que ben, les pulpes, c'est plus pour les vaches, c'est pour les grosses boules de plastique que vous voyez en plaine. Alors je partage complètement, je dirais, l'avis de mon collègue, parce que c'est vraiment un enjeu de demain, savoir faire du stock suffisamment. Et que ce soit, voilà, tous les ensilages. Bon, quand on utilise l'ensilage le lendemain de la récolte, ben on fait du dégât. La vache valorise mal et ça va durer 1, 2, voire 3 mois. Et tous les fourrages, pour être bien valorisés, même un ensilage d'herbe, même un ensilage de pulpe, minimum, pour les pulpes, on va dire 3 semaines, mais un ensilage d'herbe, si c'est 6 semaines, c'est mieux. Et un maïs, si c'est plutôt 3 mois que 1 mois, ce sera super. Et dans les éleveurs qui arrivent à le pratiquer aujourd'hui, parce que je suis au contact des éleveurs, je dirais au quotidien, les éleveurs qui arrivent à avoir du stock et le maintenir, on a parlé tout à l'heure, ce matin, on parlait de stabilité au niveau ingestion, au niveau ruminal. Ben là, on ne voit plus d'effet de transition. On fait des transitions sur des fourrages stabilisés, neutres, et ça se passe bien. Et les animaux réagissent bien. Et quand les animaux sont bien en bonne forme, on fait du lait, on fait du taux, on reproduit bien, et l'éleveur est heureux derrière. Alors, les éléments les plus importants dans un fourrage, donc là on a parlé de tout ce qui était qualité de fourrage, qui est extrêmement important. Mais pour avoir de la qualité de fourrage, eh ben, il faut de la quantité. Et ça, on l'a dit. Et en plus, de la quantité suffisante pour arriver à faire du stock. Donc, encore une fois, la mixité des cultures. Parce que faire du stock, moi, Jean-Luc, je suis éleveur, j'ai bien suivi ton conseil, donc j'ai bien récolté au bon stade, comme tu m'as dit, j'ai un super fourrage. Mais par contre, j'ai eu les dégâts de gibier, j'ai perdu 10 hectares. J'ai eu une inondation, ça m'a plumé 20 hectares. J'ai eu une sécheresse, j'ai perdu X tonnes de matière sèche. Donc, t'es bien gentil, mais comment je l'atteins, ça? Alors, t'es bien mignon, tu me dis que les... Voilà. Alors, je fais exprès, ce petit jeu-là, c'est pour dire qu'effectivement, dans la question, elle est très bien faite, puisque les éléments importants, c'est quoi? Ça va être tous ces éléments-là. Et on a ce malheur ou cette chance en agriculture de travailler avec du vivant. Et le vivant, c'est quoi? C'est qui est impacté par tous ces phénomènes. Alors, la qualité, on peut aller la chercher avec de la variété génétique, on peut aller la chercher avec du stade de récolte, avec de la conservation, comme l'a dit mon collègue. Et maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut le volume. Alors, le volume, à part avec de la mixité de variétés différentes sur telle et telle culture ou de changement de culture, on ne pourra pas l'atteindre. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours une année bizarre ou une année à la con. Moi, je suis fils d'agriculteur, il n'y a pas une année où vraiment 100% se passe bien. Si vous êtes éleveur, il y a eu ça, ou si vous êtes céréalier, il y a eu ça, ou si vous êtes... Et ça, c'est une réalité. Donc, comment fait-on pour le contrecarrer, tout ça? Eh bien, en mixant beaucoup plus la luzerne, la sylphie, le maïs, et en mixant plein de cultures, forcément, on atteint un volume de sauvetage, on va appeler ça comme ça, un volume de sauvetage par telle ou telle plante. Voilà. Oui, je complète aussi, l'éleveur va toujours rechercher à optimiser, à consacrer assez peu le moins possible de surface pour les cultures fourragères, sachant qu'il peut faire du colza, qu'il peut faire, je suis dans une région assez productive, on peut faire du lin, et c'est pour ça que beaucoup de choses sont tentées, sont recherchées, et ce qui revient dans les obstacles, c'est les accidents climatiques, les accidents de gibier, et le coût de revient de la récolte, un petit ensilage dérobé, c'est très bien, mais il y a aussi encore un coût soit de plastique d'enrubanage, soit d'ouvrir un silo et que ça complexifie un petit peu le travail de l'éleveur. Donc j'ajoute à tout ce qu'il vient de dire la productivité hectare qui est recherchée. Donc on a parlé de sécheresse. Donc quelles seraient les solutions à proposer aux éleveurs pour résoudre ce problème qui n'est pas forcément présent tous les ans, mais quand même, c'est un problème rencontré à peu près tous les 5 ans en ce moment. Alors, en regardant oui, il y a peut-être une diapositive. En définitive, à regarder ce qu'on s'est fait dans les années sèches, nous, on n'a pas été enchantés, par exemple, du sorgho, parce que le sorgho a besoin d'un petit peu d'eau à la levée. Le sorgho aussi est apprécié des corbeaux. Et
pour l'instant, ça n'a pas non plus, malgré les études et puis la vulgarisation qu'on a pu en faire, n'était pas sensationnel. En revanche, il y avait quelques éleveurs qui ont fait des belles choses, avec, en fait, constatant que certains métayers qui étaient faits et suivis de maïs, on a une bonne portion de terres qui sont séchantes, qui sont calcaires dans des coteaux, dans les vallées. Et en définitive, certains ont choisi de faire des métayers productifs récoltés à des stades où on ne va pas chercher à faire un maïs derrière. Et à ce moment-là, le sol est moins séchant. On a des productivités énormes. Et là, vous avez un ensilage direct à une époque où il y a de la disponibilité. On est fin juin, 25 juin, et on est tout de suite sur des très très gros volumes d'un produit de qualité. La couleur rose, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, il y avait un spécialiste qui disait que la veste velue était peut-être un peu toxique. Mais bon, quand vous avez 40 cm de veste qui pousse au-dessus de... Là, c'était de l'avoine qui était au stade de grain pâteux. Donc, on est dans les 15 tonnes de matière sèche d'un bon produit. Ça, c'était assez intéressant. Puis derrière, on pouvait refaire un couvert dérobé. Ça avait été une piste intéressante pour s'affranchir précisément des effets de sécheresse. Par rapport aux cultures de métail, ce qu'on a mis en place nous, chez plusieurs éleveurs, c'est qu'au moment du semis du métail, on faisait un double semis, on mettait un régras trèfle. Donc on faisait la récolte de métail dans lequel on avait déjà régras trèfle, donc ça enrichissait les valeurs du métail, et derrière on avait notre régras trèfle qui était implanté, qu'on pouvait récolter s'il faisait bon, juillet jusqu'à septembre. Et l'année d'après on remettait un maïs, en semis directement dans le métail. Il y a une culture autrement qu'on ne parle pas et qui est hyper intéressante, c'est la luzerne. La luzerne dans nos secteurs, et en plus ça marque des points au niveau de la PAC, et c'est quand même une luzerne que quand elle est bien gérée, on arrive à faire des 14-15 tonnes de matière sèche. La moyenne dans les Ardennes, zone de récolte déshydratée, sont à 13 tonnes, mais je peux vous dire que par ici, on a quand même des très très bonnes terres. J'ai des éleveurs qui savent nourrir des luzernes, qui savent mettre de la potasse, du phosphore, du soufre. Et ça, c'est hyper important, le soufre sur la luzerne. Ceux qui ont l'occasion de faire un essai et de laisser une bande sans soufre, on voit la différence tout de suite. Complément bore-molybdène. Et derrière, on sort du 15-16 tonnes d'un produit qui va faire 18-20 protéines, double intérêt, volume de fourrage, économie d'achat de protéines et notamment de soja. Donc, il faut y penser, la luzerne est quand même, aujourd'hui, je pense, elle est mal travaillée. On entend des agriculteurs nous dire « j'ai semé ma luzerne et je suis tranquille pour 3 ans ». Ben non, ils ont tout faux. Parce qu'une luzerne, c'est hyper gourmand, il faut lui donner à manger. Hein, donc il y a beaucoup de choses à remettre en cause, mais il faut que les éleveurs se penchent sur ce produit-là. Alors, par rapport au maïs, dans certaines zones, notamment séchantes, la question des fois à se poser, c'est est-ce qu'il est judicieux, je dirais, de faire une dérobée avant le maïs. Alors, si la dérobée elle est récoltée première semaine d'avril, on sait faire le travail, tout va bien se passer. Mais si la dérobée est récoltée fin avril, voire début mai, et puis qu'on va implanter un maïs au 15-20 juin, au 15-20 mai, et un coup de sécheresse fin juin, ou des fois de juillet, là on aura tout faux. Donc dans certaines zones, il faut peut-être revoir sa façon de procéder en disant, bah voilà, moi je suis en zone sensible, séchante, bah le dérobé, c'est plus pour moi. Par contre, peut-être mieux valoriser mes prairies naturelles, mes prairies permanentes, et faire en première coupe une coupe d'ensilage que je vais pouvoir utiliser ensuite avec mon maïs. Ensuite, par rapport au maïs, les semis tôt, ne pas avoir peur de semer du maïs tôt, dans des très bonnes conditions, parce que le maïs, c'est une plante qui est très sensible à l'enracinement. Et si on veut qu'il résiste bien à un coup de sécheresse qu'on pourrait des fois avoir fin juin, voire début juillet, bah, favoriser son enracinement avec un semis tôt, on a toutes les chances de pouvoir mieux passer le coup de chaud, des fois autour du 15-20 juin, et ensuite en juillet. Plus le maïs va être semé tard, ou plus il aura des risques, je dirais, au niveau sécheresse. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il faut mieux
Donc mettre un maïs avec les périodes de sécheresse ou alors privilégier un métail, faire une équité 25-75% métail sans suivre avec un maïs et 75% maïs. Après, tout va dépendre de la surface de l'exploitation parce que là, on commence à s'asseoir sur des hectares. Si on ne fait pas de double culture, hein, si on peut appeler ça comme ça, le mieux, c'est ce que tu as donné la réponse en fait dans la question, c'est de mixer les deux. Mais la problématique, c'est qu'il faut avoir les surfaces parce que généralement, les gens, quand ils font des métails, soit ils ont de l'eau de débouché, soit c'est parce qu'ils ont besoin du volume par rapport à leur surface. Ils font un métail plus le maïs pour avoir les deux quantités en productivité. Alors, on ne peut pas dire je fais un très bon métail, mais du coup, je l'amène tard, donc j'ai du rendement et de la qualité, mais du coup, je ne pourrais pas mettre de maïs. Mais il faut bien que ce soit des exploitations. Encore une fois, c'est bien. Ça montre que chaque exploitation est différente, pardon. Donc, certains pourront le faire, d'autres non. Il faut les surfaces pour faire ça, pour abandonner une partie des cultures au détriment du maïs, quoi. Alors moi, je dirais, après, en fonction de l'objectif de l'éleveur, mais l'objectif rentabilité de l'éleveur aujourd'hui, c'est quand même d'aller chercher les 30, 32, 35 litres de lait par vache. C'est à ce niveau-là qu'on gagne de l'argent. Si on travaille trop avec un métail, derrière, on va courir après l'énergie. Et qu'est-ce qui va être la conséquence va être directement la repro. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de faire un veau par an et par vache. On n'y arrive pas, mais ça serait l'objectif. Si on court après les problèmes de fécondité liés à un manque d'énergie, on va arriver à 330, 340, 360 jours. Et tout ce décalage coûte très cher à l'éleveur. Hein, donc il faut quand même penser, bon, le métail, c'est bien, ça peut permettre de refaire du volume, hein, mais ça ne va pas être comme une luzerne qui va amener un aspect santé. Par le bêta-carotène, par ses qualités nutritionnelles, une luzerne sera nettement supérieure à un bétail, même si elle est pauvre en UF. Hein, ce sera moins dégradant. Il faut surtout rappeler que dans nos productions intensives, tout fourrage, si on veut travailler de façon économique, doit être énergétique, c'est-à-dire au minimum 0,90 UF, voire 0,95. Dès qu'on va ajouter un fourrage qui, malheureusement, on aura du volume, mais s'il nous fait que 0,70 ou 0,80 UF, bah, tout concentré qu'on va rajouter énergétique à côté va nous coûter et en même temps, je dirais, peut nous faire tomber tout doucement dans la subacidose ou acidose. Et ça veut dire peut-être du lait, moins de richesse, mais aussi des problèmes de repro et au bout du compte, quelque chose qui va nous coûter cher et avec des résultats qui seront nettement moindres. Alors qu'aujourd'hui, quand on a des rations très concentrées au niveau énergétique, parce qu'on a un super régras ou un super ensilage d'herbe ou un super maïs, aujourd'hui le retour de la betterave fourragère, on a des rations qui dosent à 0,95, 0,96 UF avec du correcteur. Oui, aujourd'hui, je suis surpris qu'on peut faire 35 kg de lait et avec des taux de 45, 48, 49 de matière grasse, 35, 36, 37 en taux protéique pour des vaches Holstein. Hein. Et grâce uniquement à la qualité des fourrages, mais chaque fourrage doit être irréprochable. Mon collègue disait, il faut un peu d'aliments. Oui, il faut les aliments correcteurs, de qualité aussi. Voilà, c'est vraiment important. Une vache, je dirais, qui produit 35 kg avec des taux, je dirais, ce n'est pas la quantité de concentré à côté qui va faire la différence. Ça va bien fonctionner, voilà. C'est surtout, d'abord, avoir une vache en bonne santé, qui vit bien. Elle sait faire son lait, elle sait faire ses taux, et elle va savoir reproduire. Après, économiquement parlant, ça va tourner. Oui, ces métails qui soient récoltés avant un maïs dans notre région, en général, ils sont fauchés au 25 avril pour pouvoir semer le maïs avant le 1er mai. Il y a toujours une part de pari, et on parie qu'il va pleuvoir derrière pour faire pousser le maïs. Mais je dois dire que ces éleveurs-là gardent une partie de maïs en direct pour sécuriser. Et puis, s'ils en ont trop, ils font la première diapositive qui c'est du maïs épi et qui complète bien pour renforcer en énergie, qui est le point faible des métails. Donc après, maintenant, on va parler un peu plus de la sylphie, qui est une plante qu'on ne connaît pas trop et qui peut être une des alternatives aux productions actuelles. Donc j'aimerais bien
peut-être d'abord présenter un peu la Sylphie dans les grandes lignes, si vous le souhaitez. Ouais, alors dans les grandes lignes, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de faire rapide. Alors, ce n'est pas une alternative aux productions actuelles, et je rejoins tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est une des solutions parmi tant d'autres d'association et de mixité énergétique et protéique. C'est là où les gens ne sont encore pas au courant, et ça va être relativement très médiatisé dans les semaines et mois à venir, puisque les chambres d'agriculture au niveau national et l'INRA sont en train de publier les résultats des valeurs alimentaires de la Sylphie, chose que nous, Sylphie France, enfin en tout cas moi, Amédée Perrin, le fondateur de Sylphie France, on a souhaité garder plus ou moins secret depuis 2 ans et demi par rapport aux résultats dans les exploitations pilotes. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que on nous croit jamais. Voilà. On est semencier, on est l'importateur de la culture, donc forcément ce que nous on raconte, on n'est pas crédible. C'est nous qui vendons la semence. Donc on a préféré garder ça pour nous et que ce soit vraiment fait par les instances agricoles générales, entre guillemets, et que ce soit médiatisé par leurs soins. Et comme ça, la crédibilité, elle est intacte et pas entachée, quoi. Donc ça, c'est une petite aparté, mais pour bien comprendre qu'aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? C'est entre un UF 0,5 et un UF 10, la Sylphie, pour 18 à 21 de protéines. On a des records à 23, à 22, on a des moins bons à 16. Tout ça s'explique par des mauvaises fertilisations ou par des terres qui sont plutôt pauvres. À l'inverse, dans des très bonnes terres ou alors une climato qui est parfaite, effectivement, on augmente. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Sortez du débat de la grande médiatisation. Alors je fais attention parce qu'il y a certainement des journalistes dans la salle, mais en tout cas, c'est souvent, il faut faire le buzz médiatique. Donc c'est la plante miracle contre la sécheresse, la plante ceci, voilà. Non, ce n'est pas nos mots. Sylphie France n'a jamais parlé de miracle, n'a jamais parlé de résistance à la sécheresse, c'est faux. Elle a des atouts et des arguments qui en font qu'elle a effectivement des atouts de résistance à la sécheresse, mais elle n'est pas résistante à la sécheresse en tant que telle, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc en fait, elle a beaucoup d'arguments et beaucoup de détails, cette plante, qui fait qu'aujourd'hui, elle correspond à toutes les exploitations de France, mais pour être un allié, pas pour être une remplaçante du maïs, ou on n'a pas cet objectif-là de dire que ça remplacera quoi que ce soit comme culture, mais un très bon allié et une très bonne association avec d'autres cultures, notamment le maïs d'ailleurs. Dans les rations, on peut monter jusqu'à 40 voire 50% sur des vaches laitières, d'accord, avec de Sylphie, soit en enrubanage, soit en ensilage. On va la récolter à chaque fois qu'elle fait entre 80 cm et 1 mètre. Voilà, on ne dépasse jamais le mètre. Alors si vous dépassez, on va perdre en qualité, vous augmenterez en volume, un peu comme un raie gras ou comme une luzerne. Mais en fait, le but va être vraiment de concentrer la valeur. Parce que vous avez décidé d'avoir un fourrage qui est très concentré, très, très riche. Et ça, c'est un objectif. D'autres clients nous disent, non, moi je veux faire que 2 coupes par an, je veux beaucoup plus de volume, je veux plus de fibres et plus de lignine, c'est pour de l'élevage ou des genisses à la repro ou de l'engraissement. J'ai pas d'intérêt d'aller chercher la concentration, pourquoi pas. Et d'autres vont nous dire, non, moi je fais qu'une seule coupe par an, parce que moi j'ai une méthanisation et je m'en sers pour l'énergie, puisque la Sylphie s'utilise en nutrition animale et en méthanisation, et un tout petit peu en compost et un tout petit peu également aussi en biosourcé, enfin en chaudière biomasse. Voilà. Donc voilà, pour essayer de retracer vite fait la Sylphie, quels sont les débouchés, quelles sont les valeurs, voilà ce que je peux vous dire, parce que sinon une conférence de Sylphie ça dure 2 heures, donc on n'en est pas là. En tout cas, nos coordonnées elles sont disponibles, et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Bon, nous, on ne connaît pas du tout la Sylphie dans notre région. On a eu quelques petites implantations, mais je pense que c'était plus dans des ZNT. Alors, l'avantage dans les ZNT, c'est que les gens qui mettent ça dans les ZNT, le voisin, il ne voit plus la plaine, on est tranquille. Alors vous savez que ça nous a causé un problème quand même. Parce que, alors on dit toujours, il faut faire plus vert, les citoyens ou les bobos, comme on les appelle, se plaignent de l'écologie, se plaignent des phytos, des pesticides, comme on les appelle. On a quand même eu le souci d'une bande ZNT chez un client qui a été se plaindre à la mairie pour dire « je n'ai plus la vue ». Voilà. Alors ça dure 2 mois qu'il n'a plus la vue. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose, quoi. Je pense que notre région, ce serait intéressant, même avec le contrôle laitier en association, d'essayer de trouver des éleveurs qui partiraient là-dessus sur des petits essais. Parce que bon, il ne faut pas vendre du rêve aux éleveurs. Il faut leur vendre de la réalité et de la rentabilité. Alors, voir un petit peu, peut-être qu'ici, à Nuit-la-Salle, ils vont tenter l'expérience ou ailleurs, mais c'est des choses à travailler, c'est à voir.
Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout à la phase d'essai, hein. C'est pour ça que je vous disais que ça fait... Pour nous, Voilà, non, mais on n'est plus à la phase d'essai. Et c'est ça qui est compliqué comme pour une nouvelle culture qu'on implante. D'où l'intérêt qu'on disait tout à l'heure, quelles sont les solutions et pourquoi que des fois le lab arrête, les techniques arrêtent. Parce que si vous n'êtes pas résilient, persévérant sur un lancement d'une culture, chose que j'ai essayé de tenir bon pour relancer, parce que vous démarrez dans un secteur où ça se passe très bien, les éleveurs sont contents, on a le contrôle laitier avec nous, on a la chambre d'agriculture, parfait. Vous traversez le département, la frontière, faut recommencer tout. Non, mais nous, on a fait des essais avec du lab. J'avais fait ça sur plusieurs exploitations. On arrivait à des 12-13 de protéines au lieu d'un maïs à 7. Le gros problème du lab, pour moi, je pense que c'est une bonne plante. Le gros problème, c'est le désherbage. Aujourd'hui, on n'a pas de désherbant qui peut faire maïs et lab. Il faut désherber très tôt le maïs. Il faudrait éventuellement, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'était de semer le lab 3-4 semaines après le maïs, en interroute. Mais c'était un travail de fou, quoi. Il faut trouver l'agriculteur qui accepte de faire ça, quoi. Effectivement, c'est pour ça que les nouvelles cultures, entre guillemets, hein, comme on les appelle, alors que la sylphie est très vieille, puisqu'elle était implantée en France en 1970, elle a été balayée par le maïs hybride qui est arrivé sur le marché. L'INRA de Clermont-Ferrand avait fait une étude en 1972, pendant 2 ans, et ils l'ont arrêté puisque le maïs est arrivé. Tout simplement ça. Vous pouvez contacter l'INRA de Clermont-Ferrand, ils vont vous expliquer le protocole, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça a été à l'oubliette. Donc c'est une vieille culture qu'on remet au goût du jour parce qu'elle a des intérêts aujourd'hui face au changement climatique. Quelle va être la typologie de clients qui achètent de la sylphie? Ça va être des clients qui ont des dégâts de gibier, de sanglier, le sanglier majoritairement. La sylphie, on n'a plus de dégâts. On n'a plus de dégâts garantis sur de la sylphie. Si vous avez des problèmes de sanglier, vous pouvez mettre de la sylphie, vous serez, entre guillemets, sauvé. On a cette typologie-là. On a la typologie des clients qui ont des parcelles très éloignées. Pour éviter la charge, l'empreinte carbone et la charge d'aller cultiver, etc., labourer, hercer, travailler le sol, les pulver, etc., sur les parcelles éloignées, la sylphie, on ne fait plus que fertilisation, récolte, tous les ans. Donc on n'a pas d'autres travaux dans les champs à faire, donc c'est une économie et une empreinte carbone amoindrie. Après, on a la typologie de clients qui sont méthaniseurs, qui là cherchent une diversité pour leur ration de la méta. La typologie donc des ZNT, les gens qui veulent protéger les cultures, les lotissements, les écoles, etc. Et enfin, on a la partie mellifère, parce que cette plante, elle est mellifère. Donc les gens qui sont apiculteurs ou qui ont des ruches, elle produit 100 à 150 kg de miel à l'hectare, mais surtout à une période qui est très importante, c'est une période où il n'y a plus de fleurs. Enfin, le colza, c'est fini, les tournesols, c'est terminé également. Donc en fait, la sylphie arrive de début juillet à mi-septembre en pleine floraison, donc tout l'été. Et c'est là où ça intéresse beaucoup l'apiculture, parce que ça permet de faire des réserves, plus que de produire du miel, mais des réserves pour affronter l'hiver pour les abeilles. Et enfin, la toute dernière qui peut intéresser votre région, puisque vous avez été les premiers, enfin en première ligne en tout cas, c'est sa capacité à la résistance à l'immersion. En fait, la sylphie peut être immergée pendant plus de 3 mois. Elle peut rester sous l'eau, mais complètement sous l'eau, donc en asphyxie. C'est pas juste dans une mouillère, hein, vous avez un ruisseau qui déborde ou un cours d'eau qui déborde. Si pendant 3 mois elle est sous l'eau, une fois que l'eau va se retirer, elle redémarrera son cycle au printemps naturellement. Elle ne mourra pas. Également, elle ne mourra pas de sécheresse. Elle va brûler, griller, faire moins de rendement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle est résistante à la sécheresse. Mais par contre, elle résiste quand même au niveau mortalité. Elle ne meurt pas. Elle redémarrera. Dès que les conditions, il repleuvra en automne, elle va redémarrer. Et donc l'année prochaine, c'est reparti. Une sylphie va durer 15 ans et plus. En fait, la sylphie, c'est une plante qui doit durer ad vitam aeternam. Je dis bien qui doit, parce que je ne dois pas mentir. Notre génétique a 17 ans. La variété Abica perfo, commercialisée par Sylphie France, attaque sa 17e année. Donc, si elle meurt à 24 ans, 28 ans, on dira que j'ai menti. Mais normalement, sa génétique, c'est comme la même génétique qu'un pied de rhubarbe que vous avez chez votre arrière-grand-mère et qui a 60 ou 80 ans. Voilà. Donc, ça ne mourra pas. C'est des racines régénératrices et qui produisent 6 à 8 tonnes d'humus par hectare et par an. Donc, ça veut dire quoi? Arrêtez les débats là, sur Facebook, etc. C'est une monoculture, la sylphie, on va épuiser nos sols, etc. C'est complètement faux. Mais complètement. C'est la seule plante au monde aujourd'hui à relarguer 6 à 8 tonnes d'humus par hectare et par an par ses exudats racinaires. C'est la seule. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas, posez des questions, documentez-vous, informez-vous, rencontrez des éleveurs. On est présent dans 70 départements avec 7000 hectares. Aujourd'hui, c'est plus un secret, c'est plus nouveau la sylphie. Il faut juste s'y intéresser. Voilà. Alors, avec mon voisin, on a décidé de s'associer pour mettre en place des surfaces de sylphie. Et en contrepartie, tu vas nous offrir la semence. Alors, il y a quand même des inconvénients à la culture. Hein. Très belle transition. Il y a des inconvénients à la culture. Mais c'est un faux inconvénient. C'est le coût. Effectivement, c'est un coût d'investissement. C'est une implantation. Ce n'est pas un semis, c'est une implantation. Enfin, c'est un semis, mais c'est une implantation sur l'avenir. On l'a dit que c'était une plante pérenne. Aujourd'hui, la culture de sylphie est la moins chère de toutes les plantes pérennes sur le marché. C'est la moins chère.
Prenez le miscanthus, il a 2800 balles. La sylphie, ça va entre 1500 et 1800 euros de l'hectare. Voilà. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de secret. C'est cher, oui. Ça demande un traitement de semences pendant 4 mois et demi en usine. Il nous faut 120 hectares, je vous donne un exemple puisque c'est moi qui les ai récoltés, 120 hectares pour avoir 900 kilos de semences. D'accord? Donc c'est très minime, ça reste une niche. Aujourd'hui, on peut prétendre à semer 20 000 hectares par an. Tous les ans, on est plumé, on n'en a pas assez. On est présent aujourd'hui maintenant dans 11 pays. On va tripler les volumes grâce à mes premiers clients chez qui j'ai implanté de la sylphie. Aujourd'hui, je rachète toutes les surfaces pour en faire déjà la semence en priorité. Donc ça, c'est un autre débouché, mais c'est plutôt anecdotique. Hein. Mais voilà, donc... et un dernier point, je n'offre jamais rien. Et on avait parlé de valeur alimentaire de la sylphie tout à l'heure, donc comment l'intégrer dans les rations présentes en ce moment? Alors voilà, je l'ai dit, alors c'est beaucoup là aujourd'hui, tout ce qui est utilisé en alimentation animale, hein, ça fait seulement 2 ans et demi en alimentation animale, enfin on attaque la 3e année, ça va être vraiment la partie en rubanage ou en silage, et on va le mettre dans les rations laitières, je parle là en atelier de vaches laitières, on essaye d'être à entre 30 et 40% pour vraiment nous commencer à avoir un effet réel. Parce que si c'est pour acheter 2 hectares de sylphie, mélanger ça au tas de l'ensilage d'herbe et puis ne pas savoir ce que ça donne, c'est aussi pour ça qu'on perd du temps après dans le résultat et le ressenti des gens, parce que les gens n'ont pas voulu craquer des grands 20 000 euros pour en avoir un tas conséquent et puis avoir la nourriture pour une année. Donc nous, ce qui est très important, c'est de le voir, on prend ses valeurs en tant que semencier, hein, on donne ses valeurs, vous avez les résultats, les nutritionnistes, les conseillers, vous l'intégrez dans votre carte ALIM ou dans votre logiciel de rationnement, et ces valeurs-là vont se combiner avec le reste du bol alimentaire, entre guillemets, que la vache va consommer chez chaque ferme, quoi. Il n'y a pas de limite, puisque ce n'est pas un fourrage particulier. Alors, quand on le fait en ensilage, on va la faucher à la faucheuse traditionnelle. Hein, on fauche. On ne peut pas la récolter en ensilage direct avec un bec Kemper ou un bec à maïs traditionnel quand on fait de l'alimentation animale. Parce qu'elle est basse, elle va faire surtout que 19 à 21 de matière sèche au moment de la fauche. Donc on doit la laisser flétrir 2-3 jours. Soit vous êtes un luzernier habitué à la luzerne et je peux vous faire confiance et vous me dites que vous savez faire de la luzerne en sec, la bonne luzerne en sec, parce qu'entre savoir la faire et bien la faire, il y a une différence, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien là, je vous dirais, ok, vous pouvez tenter de la sylphie en sec, parce qu'elle se sèche très très bien. Mais la plupart de la protéine est concentrée dans la feuille, et donc dès qu'on coupe la tige, la feuille pourrit très très vite, flétrit très très vite, et donc tombe au sol. Et si vous arrivez avec votre faneuse à 1000 tours minute, en plein soleil, plein cagnard, et que vous me remuez tout ça, vous allez perdre énormément de valeur, comme une luzerne. Hein. On perd déjà de la valeur au séchage en plus. Et donc, la meilleure des conservations, le meilleur fourrage aujourd'hui sur de la sylphie, et d'ailleurs sur bien d'autres fourrages, c'est l'ensilage et l'enrubanage. Il y avait une question, monsieur ? Alors, faucher le soir, et puis effectivement, faner le matin en pleine rosée, ou toutes les techniques que vous connaissez pour maintenir aussi une bonne récolte de luzerne. Tout à fait. Donc, à moins qu'il y ait des personnes qui aient encore des questions sur la sylphie. Sinon, en plaine, on voit les couverts qui se développent de plus en plus, notamment après moisson. Et donc, comment peut-on valoriser ces couverts au mieux pour la production? Alors, il y a plusieurs façons de semer ces couverts. Je voulais présenter en 2 diapositives des choses qui commencent à se développer. Ce n'est pas 1800 € de l'hectare, c'est à peu près 3 ou 4 € de l'hectare. Puisqu'il s'agit ici de semer 1 à 2 kg de trèfle blanc ou trèfle violet quand on est au 20 août, qu'on sème son colza. Après, l'agriculteur se doit d'être assez soigneux, de choisir une parcelle propre pour laquelle il pourra se contenter d'un désherbage à demi-dose. Il va s'abstenir de faire du Mozart ou du Yellow en hiver. Il peut quand même faire un antigraminé racinaire avec la propyzamide. Et donc, on va avoir un trèfle qui va pousser dans un premier temps en fin d'été, qui va se maintenir sous le colza au printemps. Et puis alors, après, à la moisson, il va exploser. On peut, là où on a du trèfle blanc au 9 août de cette année, on a un nombre important d'agriculteurs qui s'y sont mis parce que de toute façon, il n'y a pas de travail en plus, il n'y a pas d'engagement d'argent. Si on rate, ce n'est pas très grave. Et puis, dès qu'on a gardé son colza, on a déjà gagné. Soit on va faire un fourrage
On va d'abord, dans un premier temps, le plus souvent broyer les cannes du colza à la moisson. L'avantage de ce broyage, c'est de mettre le sol à nu. Et ça permet la prédation des rapaces. Ça, c'est très important. Parce que sinon, vous avez le trèfle qui repousse tout de suite avec les repousses de colza et se mettent assez facilement les mulots sans que les rapaces puissent aller les déloger. On ne les voit pas d'ailleurs. Donc il y a d'abord soit un rouleau, soit un broyage qui est très rapide. Et derrière ce passage, c'est le trèfle qui repousse. Et donc cette année, on a peut-être une centaine d'hectares dans notre secteur, là, dans l'est de la Seine-Maritime, qui ont été récoltés en enrubanage au mois d'octobre. Et c'était des gens qui sont très contents parce que finalement, ils arrivent à un fourrage qui est autour de 50% de matière sèche et qui fait 17 à 19% de matière sèche. C'est du trèfle pur. Et ça, ils sont très, très contents d'obtenir ce fourrage-là. Alors, c'était un exemple qui mérite d'être connu, qui est assez vertueux. Et puis, il y a toute une frange aussi d'agriculteurs qui vont faire leur transition, leur première étape vers l'agriculture de conservation, celle qui consiste à ne plus labourer les sols en passant par cette étape. Cette fois-ci, le trèfle n'est pas destiné à leurs vaches ni leurs génisses, mais directement pour les vers de terre, pour la culture suivante. À ce moment-là, on garde le trèfle jusqu'au blé. Il y avait encore une photo. Voilà, donc ces gens-ci ont fait 4 à 5 tonnes de matière sèche cette année. Certains s'en sont servis pour faire dans le fond de leur silo au moment du maïs. Et puis d'autres, je vous dis, peuvent aussi le conserver en vue d'une amélioration de la teneur en matière organique des sols et de prélude à ne plus labourer les sols. Après, dans toutes ces récoltes qui doivent se passer en automne, il y a toujours un dilemme, c'est la météo. Il y a le dilemme de la météo. L'objectif, c'est quand même d'avoir des fourrages qui sont récoltés soit en ensilage, soit en enrubanage. Je vous rappelle, entre 35 et 45% de matière sèche, ça c'est vraiment important. Et aussi, il y a la pointe de travail, parce que l'automne, c'est septembre-octobre. Il y a les maïs, dans certaines zones, il y a les pommes de terre, il y a déjà les préparations de sol. Et parfois, pour les éleveurs, on cumule beaucoup d'activités. Et forcément, quand on cumule beaucoup de choses, il y a parfois des récoltes qui ne sont pas faites au bon stade ou qui sont... voilà. Une récolte qui est faite tardivement, trop humide, ça arrive régulièrement qu'on a des enrubanages qui sont des fois faits après le 15 octobre, voire début novembre. Les boules d'enrubané, elles ont du mal à se tenir parce que ça fait 20-25 de matière sèche. Quand on récolte dans des conditions plus ou moins humides, on ramasse un petit peu de terre. Et la terre, c'est notre ennemi, c'est les butyriques, c'est des fourrages qui sentent pas terribles. Quand on met la main dedans, 3 jours après, on a encore l'odeur. Et quand on a l'odeur pour nous, on a aussi l'odeur pour la vache. Et la vache, elle aime bien quelque chose qui soit souple, qui soit agréable, et elle mange avec son odorat. Donc, un fourrage qu'on aura récolté, qui au départ devait être de bonne qualité, mais qu'on aura récolté dans des conditions plus ou moins, je dirais, humides à l'automne, parfois, il arrive... les boules d'enrubané, on dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il faut vraiment jauger, voilà, est-ce que c'est utile de le faire ou pas utile? Et est-ce que j'ai le temps de faire du bon travail? Oui, alors je réponds tout de suite parce que il arrivera que certaines années on ne puisse pas le récolter. Je dis, eh bien, il n'est pas perdu pour autant. C'est 40 points d'azote en moins pour le blé qui va suivre et puis beaucoup moins de raigrats et de vulpins. Donc c'est déjà gagné quand on a conservé ça. C'est plus avantageux que de faire un mauvais fourrage. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi sur ces fourrages semés après les moissons pour une récolte d'automne, quel est le coût de semis, de travail, de récolte ramené à la tonne de matière sèche à distribuer aux animaux? C'est souvent affolant, quoi. Vaut mieux même pas compter. Oui, là précisément, je vous dis, on est entre 1 kg et 2 kg de trèfle. Oui, c'est pour ça que Beaucoup d'agriculteurs remettent un raigras trèfle après la moisson pour récolter à l'automne. Ça leur coûte une fortune. En termes de coût
mettre une ensileuse pour récolter 2 ou 3 tonnes de matière sèche à l'hectare, il vaut mieux qu'elle reste dans l'atelier de l'entreprise. Hein. Oui, je vous rejoins. Et puis d'autant plus que des fois, la fumure azotée fait qu'on ne voit plus le trèfle en sortie d'hiver. Je ne sais pas si la table ronde touche à sa fin. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait revenir sur une des choses abordées lors de cette table ronde. On a quand même noté qu'on allait avoir de la semence de sylphie à notre disposition rapidement, quoi. Après, s'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est jouer la complémentarité des fourrages, la qualité des fourrages, et surtout ne pas chercher à les opposer en disant, bah voilà, ça c'est tout bien et ça c'est mauvais. Non, il n'y a pas de mauvais fourrage, il n'y a qu'à nous à la récolter dans les bonnes conditions pour avoir de l'extra, et quand on marie différents fourrages extra, on a du résultat. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Ils sont en train de dormir. S'il n'y a pas de questions, on peut, je pense, finir la table ronde. Il y a une question. Oui. Non, ça ne s'oppose pas. Personnellement, j'ai affaire à des agriculteurs qui sont en train de ce qu'on appelle faire de l'agriculture régénérative. Après avoir fait 5-6 ans d'agriculture de conservation, ils ont bien remonté leur taux de matière organique. Et puis, ils font venir les moutons du voisin. Dès lors que celui qui s'en occupe sait mettre les clôtures, c'est gagnant. Hein. Vous parliez de pâturage. Le pâturage de couvert, c'est encore plus économique. Il n'y a pas les frais de récolte. C'était le sens de votre question? Dans les secteurs ou les départements où ça porte et on n'a pas de météo, effectivement, avec les changements climatiques, où on a plutôt ce qu'on appelle les étés indiens qui se profilent d'avoir des températures plus clémentes en automne, d'avoir des espèces comme ça, c'est sûr que c'est même pas une question, en fait, c'est un bon argument que vous venez de sortir là. Après, vous avez raison, le pâturage n'est pas négligé, mais si je me souviens bien de ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il faut mettre les conditions pour que ça puisse bien se réaliser avec des parcelles bien déterminées, avec des abreuvoirs au milieu des parcelles pour réussir à être satisfait de son fonctionnement au niveau pâturage. Après, le pâturage de fin de saison, il est aussi surtout et souvent lié aux conditions météo. On a bien vu cette année, après passer le 15-20 octobre, on a eu du mal à récolter les derniers maïs ou récolter les betteraves. Du pâturage en très mauvaises conditions, malheureusement, cette année, on ne pouvait plus. Et encore cette année, moi j'ai quelques éleveurs, moi je viens du nord de l'île, dans les Flandres, j'ai certains éleveurs, on démarre le pâturage certaines années en 15-20 février, je dis allez-y, il fait beau, ça porte, on y va. Aujourd'hui, on est arrivé bientôt au 15 mars, et personne n'a pu sortir parce que l'importance des sols ne le permet pas. Et voilà, donc le pâturage, oui, mais prendre les moyens de savoir bien le faire. Comme les explications de ce matin, moi j'ai bien aimé. Et voilà, pour ne pas être déçu, parce que parfois on le subit et on le fait mal. Et pour finir, on n'a pas de résultat, on massacre le terrain et on est déçu. Mais un pâturage bien maîtrisé, bien calculé, bien fait comme on peut le faire aujourd'hui, en faisant de l'investissement, parce que le pâturage, c'est aussi l'accès au pâturage. Et si on va faire pâturer ces bêtes à 500 mètres, voire des fois 1 km, il faut des parcours qui permettent aux vaches d'y aller facilement, rapidement, et tout le circuit d'eau qu'il faut amener pour que ce soit bien fait et que les vaches puissent bien valoriser. Ça se fait vraiment pas au hasard, ça s'étudie, mais non, il ne faut pas le mettre de côté, au contraire. Beaucoup d'organisation et de travail, ça se fait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'Assemblée, la table ronde est terminée.
Vous pouvez bien sûr, le village est encore présent, les démos dynamiques tournent encore. Il y a 2 lavals qui sont dans le bâtiment d'élevage, si vous voulez, qui représentent le robot de traite et le robot d'alimentation. Donc vous pouvez aller y faire un tour.